À ce webinaire du Conseil consultatif Genre et Développement. Je suis Lina Nib, je suis la présidente du Conseil consultatif Genre et Développement et ce webinaire est consacré à la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, donc qui concerne la violence et le harcèlement dans le monde du travail et son éradication. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques informations pratiques sur l'organisation de ce webinaire. Nous avons fourni une traduction simultanée pour le français, le néerlandais et l'espagnol. Donc, vous pouvez activer cette fonction en cliquant sur le bouton de traduction simultanée en bas de votre écran de Zoom et en sélectionnant la langue de votre choix. Le webinaire sera également enregistré. Vous recevrez également un lien vers l'enregistrement plus tard. Depuis plusieurs années, les médias accordent de plus en plus d'espace pour les paroles des victimes et survivantes de violences, y compris sexuelles. Les témoignages succèdent rapidement depuis l'essor du mouvement MeToo. Le harcèlement sexuel n'est qu'une forme parmi d'autres abus de pouvoir, de violence ou de harcèlement au travail. Aucun secteur ne semble à l'abri. N'importe qui peut en faire l'expérience, quel que soit le pays, le niveau d'éducation ou encore le groupe socio-économique. Cependant, les femmes et les filles sont davantage exposées à la violence lorsqu'elles subissent de multiples formes de discrimination. Sur base de leur orientation sexuelle, par exemple, leur situation de handicap, statut migratoire, etc. En outre, les situations de crise immunitaire, de pandémie, de conflits exacerbent toutes les formes de violence basées sur le genre. La pandémie COVID-19 a intensifié ces violences, qualifiées de pandémie fantôme également par ONU Femmes. On le voit également dans le monde du travail. La violence et le harcèlement dans le monde du travail nuisent à la santé psychologique, physique et sexuelle, à la dignité et à l'environnement familial et social de la personne. Il s'agit d'une atteinte grave aux droits humains, incompatible avec le travail décent et l'égalité des genres. Le harcèlement et la violence en général, ainsi que dans le monde du travail, doivent être combattus de toutes nos forces. À cet égard, l'Organisation internationale du travail a développé un outil intéressant pour le monde du travail. Après plusieurs années de négociations, elle a adopté le 21 juin 2019 la Convention 190, qui est une convention contraignante visant à protéger l'ensemble des travailleurs et travailleuses contre la violence et le harcèlement au travail. Elle a été entre-temps ratifiée par quelques pays, l'Argentine, l'Équateur, les Fidji, la Namibie, la Somalie et l'Uruguay. Et demain, donc le 25 juin, elle va entrer officiellement en vigueur. Cette convention s'accompagne de la recommandation de 206 sur la violence et le harcèlement, offrant des principes directeurs non contraignants pour mettre en œuvre la convention. À la veille de l'entrée en vigueur de cette convention, le Conseil consultatif Genre et Développement et ses partenaires souhaitent stimuler les réflexions sur les raisons et les manières dont ces instruments de l'OIT peuvent inspirer la coopération belge au développement. Ce webinaire nous semble aussi d'actualité à un peu plus d'une semaine de la clôture du Forum Génération Égalité qui va se terminer à Paris ce 2 juillet. Les ministres Wilmès et Kittir ont également annoncé que la Belgique va rejoindre la coalition d'action avec un focus sur le thème de la violence basée sur le genre. En raison de l'importance accordée par la Belgique à l'égalité des genres, à la lutte contre les violences et au travail décent sur la scène internationale et dans sa coopération au développement, ce webinaire veut pour but de créer un espace d'échange sur les liens entre ces thématiques. Nous avons invité pour partager leurs analyses et expériences des défendeuses des droits humains d'Équateur et la République démocratique du Congo, une représentante de la coopération belge au développement, des représentants de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et d'organisations syndicales belges actives dans le cadre stratégique commun du travail décent. Elles vont avoir la parole pour partager leurs analyses et expériences. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir à l'occasion de ce webinaire. Donc, spécialement celles qui se connectent d'Équateur et de la RDC, qui vont partager leurs éclairages et propositions.
J'invite chacune et chacun d'entre vous à se présenter brièvement au moment de votre intervention. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes actives au sein du groupe de travail Genre et Violence du Conseil consultatif grâce auquel nous pouvons organiser ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire sera une opportunité de renforcement des acteurs et actrices de la coopération belge sur la thématique genre et violence et de ses liens avec le travail décent. Et nous souhaitons également d'identifier quelques recommandations clés vis-à-vis de la coopération belge au développement à l'issue de ces échanges d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent webinaire et des échanges riches et fructueux. Et maintenant, je donne la parole à Viviane Tettelbaum, qui est la présidente du groupe de travail genre et violence de notre conseil, pour faciliter les échanges et introduire nos premières intervenantes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Lina, pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire. Et effectivement, nous allons tout de suite commencer avec le programme. On va commencer par une introduction à cette convention 190 de l'OIT, comprendre exactement de quoi il s'agit, comprendre les contours et les enjeux. Et pour cela, nous remercions Madame Marek Weewoters, qui est la chef de service du point d'appui fédéral violence basé sur le genre à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, et qui fera cela avec Dalila Larabi, conseillère gender mainstreaming à la FGTB, que nous remercions bien entendu aussi. Et je vous passe la parole tout de suite pour votre panel. Goedemiddag, goedenavond. Ik ben dus Marijke Weewoters. Bon après-midi, donc je suis Marek Weewoters et je vais focaliser sur la convention de l'OIT sur le harcèlement et la violence basée sur le genre. Bon, slide suivant. Oui, donc pour moi, les principes les plus importants de cette convention OIT, c'est le lien vraiment avec la violence basée sur le genre et la non-discrimination. Donc, il y a un lien très fort. Et dans les préambules, on a également vu que la violence et l'intimidation peuvent signifier une violation. Donc, on dit peu, mais on a remarqué que ça peut être donc une violation des droits humains. On a également confirmé que le harcèlement et l'intimidation va avoir une entrave sur l'intégration sur le marché au travail. Donc, c'est un lien clairement établi. Et ce qu'on focalisait également, c'est le lien entre la violence et le travail. Donc, il y a de la violence domestique partout dans le monde. Les statistiques ne sont pas à sous-estimer. Et en Belgique, on a une seule étude faite au monde concernant ce lien. Et presque 100% des répondants disaient effectivement qu'il y a un lien entre la violence entre les partenaires et le travail. Plus de 12% disent qu'ils ont été discriminés suite à une violence faite par leur partenaire et 58% disent que l'auteur de la violence commet également des violences au travail. Donc, le lien a été établi très clairement. Et grâce à cette convention OIT, on va également inciter à focaliser là-dessus lorsqu'on va faire des actions politiques concrètes. On dit qu'il faut également une tolérance zéro et que l'approche doit être inclusive, holistique, donc multidisciplinaire et également sensible au genre. Slide suivant, s'il vous plaît. Ce qui est important, c'est voilà, la définition. Donc, dans cette convention de l'OIT, je vais également très bien analyser cette définition. C'est quoi? C'est une série de comportements et de pratiques inacceptables où la menace de tels comportements et pratiques, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un fait isolé ou répété, qui vise, entraîne ou sont susceptibles d'entraîner un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique, y compris
la violence et le harcèlement basés sur le genre. Maintenant, je vais vous analyser quelques mots-clés dans le slide suivant. Donc, on parle de comportements et de pratiques inacceptables. Donc, inacceptables, donc indépendamment de la motivation de l'auteur. C'est inacceptable parce que la victime dit que c'est inacceptable, inadmissible. Donc, c'est très important dans cette convention. Et on dit, voilà, c'est susceptible qu'il y aura des dommages. Donc, suite au comportement, on peut avoir des dommages. Donc, c'est une interprétation très large. Il y a également un lien très spécifique avec la violence basée sur le genre. Donc, il y a de la violence et de l'intimidation au travail et c'est lié à un thème de genre. C'est surtout un problème de femmes. La semaine dernière, on a encore vu des chiffres de violence sur le terrain du travail et une femme sur 10 dit que la violence est là au travail et un homme sur 20 indique cela. Donc, ces chiffres sont plus spécifiques pour les jeunes et pour les groupes à risque également. Donc, il y a un lien, donc c'est un problème de genre qui touche surtout les femmes. Donc, les femmes sont plus souvent des victimes. La définition dit qu'il s'agit également de tout type de violence, donc physique, psychique, sexuelle. Il peut également s'agir d'un événement unique. Donc, là aussi, on parle de harcèlement. Et donc, il peut s'agir de comportements, de pratiques, donc pas seulement le comportement, mais également les pratiques d'une entreprise, par exemple, où on peut également menacer de faire quelque chose. Donc, la définition de l'harcèlement et de l'intimidation est très large dans cette convention OIT. Donc, ce qu'on applaudit. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je l'ai déjà dit, donc la violence et le harcèlement basés sur le genre, donc c'est également vu comme un problème de genre dans cette convention OIT. Donc, cela concerne le genre, le sexe, et il y a une manière disproportionnée d'affecter les personnes d'un sexe particulier. Donc, c'est une donnée sensible au genre, donc il faut également une politique sensible au genre. Slide suivant, s'il vous plaît. Slide suivant, s'il vous plaît. Oui. Quels sont les points d'attention? Qu'est-ce que demande la Convention OIT? Il faut une politique de non-discrimination. Il faut également avoir une intégration dans la politique et dans la législation. Donc, il faut les deux. Il y a une responsabilité de la politique et de l'action de tous les partis concernés, donc le gouvernement. Et pour certains thèmes, ce sera seulement le gouvernement qui pourra faire des actions. Et parfois, c'est également une action des partenaires sociaux. Donc, il faut également une politique au travail via des sociétés ou sur le terrain de travail. Il y a 6 P dans cette convention, policy, donc la politique, prévention, la protection, la prosécution, donc une responsabilité de l'auteur. Il faut un partenariat qui doit être développé et il faut également la participation de certains groupes à risque ou de certains groupes lorsqu'on va élaborer cette politique. C'est également vers et depuis le travail. C'est très important. Donc, il faut également comprendre le transport. Par exemple, les sociétés de transport sont très importantes et ce sont les problèmes qui peuvent être imposés par les gouvernements. Par exemple, pour le train, pour les sociétés de bus, là, il y a également un lien très fort avec l'intimidation sexuelle. Donc, il faut que les sociétés de transport s'engagent également. C'est également une responsabilité du gouvernement. Donc, également, le transport vers et depuis le travail, là, il faut également une tolérance zéro. On doit également focaliser sur les facteurs à risque. Il faut les définir. Il y a également les groupes de risque qui n'ont pas été définis, mais on les reconnaît. Et il y a également des secteurs à risque qui n'ont pas été définis ou partiellement définis, mais on doit les détecter. Et pour tous ces risques-là, il faut faire une analyse de risque préalablement à la mise en œuvre de la politique. Slide suivant.
Donc, un des points d'attention pour lesquels je me suis battue énormément, c'est lorsqu'il y a des faits d'intimidation et de harcèlement au travail qu'on doit viser en fait un mécanisme de notification clair et transparent et équitable, hein, et également un règlement des litiges. Il faut donc des personnes de confiance parce qu'on sait, hein, donc on a eu des études là-dessus et on sait que seuls 4% des cas ou des victimes de violences sexuelles ou basées sur le genre vont notifier cela. Mais si on veut porter plainte, par exemple, au sein de la société, ce sont surtout des procédures informelles auprès de personnes de confiance qui sont préconisées par les victimes. Donc, il faut des procédures informelles, confidentielles en interne. En Belgique, on a depuis belle lurette cela et c'est ce que demandent également les victimes. En premier lieu, ils demandent un environnement informel pour parler de leurs problèmes. Ne pas encore les notifier, mais en parler. Slide suivant. Le dernier point, c'est que lorsque les victimes n'ont pas confiance pour porter plainte au sein de la société, alors il faut une possibilité pour les victimes de se diriger à des parties tiers pour éventuellement obtenir une conciliation ou une résolution juridique. C'est très important également pour les victimes, c'est dans la Convention. Ce qu'on n'a pas eu pour la Convention, mais ce qui est très important, hein, ce qui est dans la recommandation, c'est qu'il faudrait avoir un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire il n'est pas à la victime d'apporter des preuves, mais la société ou l'auteur doit prouver qu'il n'a pas fait cela. Donc, c'est en fait le renversement de la charge de la preuve qui n'a pas été intégré, mais donc il y a une politique sur laquelle on focalise fortement dans cette convention. Donc, ce n'est pas à la victime de le faire, c'est aux parties tiers de dire qu'il n'y a pas eu lieu d'un harcèlement ou d'une intimidation. Je crois que c'était mon dernier slide. Merci bien. Merci, Mareike. Dalila. Donc, je vais planter peut-être un décor un peu plus large que celui de Mareike, en espérant ne pas répéter ce qu'elle a dit. Donc, effectivement, moi, je suis Dalila Larabi, je travaille au service d'études de la FGTB, donc syndicat socialiste belge. Donc, par rapport à la Convention, effectivement, la violence et le harcèlement au travail prennent des formes diverses et entraînent des dommages physiques, psychologiques que l'on connaît, sexuels, mais aussi économiques. Depuis l'adoption de la Convention, nous avons traversé et nous traversons encore toujours une crise sanitaire qui a mis en avant la scène de cette problématique et de nombreuses formes de violence et de harcèlement, domestique ou pas, mais aussi liées au travail, ont été dénoncées dans tous les pays depuis le début de l'épidémie, en particulier à l'encontre des femmes et des plus vulnérables. Nous travaillons aussi au sein de la FGTB sur les questions de burn-out, la charge mentale, qui sont aussi en lien avec les violences subies. Alors, au niveau de la FGTB, mais pas uniquement, il y a aussi un front commun syndical avec les autres syndicats belges, mais aussi à l'intérieur de la CES, qui est le syndicat européen, de la CSI, qui est le syndicat international. Nous avons de nombreux défis en tant que syndicalistes, non seulement sur notre territoire, mais aussi avec nos pays partenaires. Cela fera partie de nos missions. Les syndicats ont un rôle important à jouer pour veiller à ce que la Convention fasse partie intégrante des législations nationales et internationales. UNI, égalité des chances, donc la Fédération mondiale des travailleurs du secteur des services, a lancé une campagne de 16 jours mettant en lumière la Convention 190 de l'OIT. Différentes initiatives ont eu lieu en Belgique et ailleurs, et notamment depuis le 21, l'OIT a lancé une campagne assez active, puisque demain, effectivement, c'est la date d'anniversaire, et aujourd'hui, c'est un peu le réveillon de cette date.
Alors, au niveau de la FGTB, on avait déjà eu une expertise partant des violences conjugales. Alors, il peut sembler étonnant de lier les violences domestiques et la vie professionnelle, mais une des premières analyses peut en effet laisser croire que les violences sont une affaire privée, que les personnes doivent gérer elles-mêmes, que cela se passe dans un couple et que cela ne doit pas déteindre sur le travail. Or, ça se reproduit aussi sur le travail, dans des relations de travail. Il peut aussi paraître que les collègues, patrons, délégués syndicaux ne sont pas spécialement des assistants sociaux et que ce n'est peut-être pas leur rôle. Ce ne sont pas des spécialistes, ce ne sont pas des thérapeutes, des médecins, pour se mêler de ces histoires-là. Or, l'écoute des victimes montre pourtant que les violences ont lourdement handicapé leur vie professionnelle. Les violences domestiques ont aussi des conséquences sur les entreprises, un coût important pour les employeurs, les collègues de la victime. En fait, en entreprise, on se retrouve avec des pertes de productivité, des démissions, remplacements, des congés de maladie, des absences prolongées, des phénomènes d'harcèlement qui mettent en danger et stressent la victime et les collègues eux-mêmes. Il est donc nécessaire que la législation nationale et les conventions de travail puissent garantir la protection des victimes afin qu'elles ne soient pas pénalisées par une perte d'emploi, qu'elles puissent bénéficier du temps nécessaire pour effectuer des démarches indispensables pour sortir de la situation de violence. Alors, je ne vais pas répéter ce que Mahek a dit. Elle a vraiment dressé le tableau sur les différentes recommandations. Et notre demande première est effectivement de ratifier le plus rapidement possible la convention de l'OIT, de renforcer le cadre législatif. Et comme je le disais, comme Mahek l'a dit, si la Belgique est dotée d'un arsenal législatif en la matière, elle peut encore revoir, améliorer et adapter un certain nombre de points, revoir la définition de la violence en introduisant la violence sur base du genre dans la loi sur le bien-être, au moins mettre en évidence que ce type de comportement puisse être lié au genre, par exemple en mentionnant dans la définition de la violence au travail que ce comportement peut être lié à un motif discriminatoire, on l'a suffisamment développé. Alors, la protection des témoins, c'est aussi important. Il y a une espèce de chasse aux sorcières lorsque l'on dénonce ces faits en entreprise. L'application du droit de retrait, on en a parlé pendant la période Covid, notamment le droit de retrait, c'est la possibilité pour un travailleur qui se sent en danger de pouvoir se retirer de cette situation qu'il est en train de vivre, et ça pourrait aussi s'appliquer sur les violences. Alors, donc comme je vous le disais, l'OIT a lancé sa campagne depuis le 21. C'est une semaine d'action et l'objectif étant de promouvoir non seulement sa ratification en Belgique, mais dans tous les pays et notamment les pays avec lesquels nous sommes partenaires. Et l'objectif est réellement de combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail et d'appeler les États à renouveler leurs engagements et ratifier, mettre en œuvre cette convention. Alors, il y aura certainement des suites concrètes. En tout cas, l'OIT prévoit de publier un guide dès la semaine prochaine, je pense, à aider les différents mandataires politiques, syndicaux, associatifs à promouvoir et mettre en œuvre la convention et la recommandation, puisque la recommandation, on en parle un peu moins, mais elle détient des éléments nécessaires, et notamment pour appuyer et améliorer toute la question de la loi bien-être en Belgique. Voilà, je vais en rester là. Je répondrai aux questions si nécessaire. Merci beaucoup à toutes les deux et d'avoir souligné évidemment les liens entre les différentes violences et d'avoir mis le point sur le fait qu'elles s'inscrivent dans un continuum et qu'il faut y répondre de manière transversale et qu'il est nécessaire aussi d'avoir une réponse genrée. Alors, effectivement, la Belgique doit ratifier le plus vite possible, améliorer le cadre législatif pour garantir la protection des victimes. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de vos interventions et on y reviendra bien sûr dans les questions-réponses.
voilà, il faut avancer parce qu'on a pris un petit peu de retard dans le programme, mais je voudrais maintenant accueillir avec grand plaisir le témoignage de Brigitte Charadi-Moukokole, qui est secrétaire générale en charge du département national des femmes travailleuses à la Confédération syndicale de la CSC au Congo. Et pour introduire ce plaidoyer sur la ratification de la Convention, nous accueillons avec grand plaisir Agathe Smith du Service international de la CSC. Je vous donne la parole à toutes les deux. Merci beaucoup, Viviane. Bonjour à toutes et tous. On avait dit, pour que ce soit aussi un peu plus interactif, qu'on allait faire cette intervention sous forme de questions-réponses. Donc, l'idée, c'était un peu que je pose des questions à Brigitte qui vient déjà d'être introduite. Mais donc, peut-être juste pour commencer, Brigitte, quand on parle de la République démocratique du Congo, en général, on parle souvent de la violence qui est liée au conflit, à l'exploitation illégale des ressources naturelles, mais la violence sévit également sur le lieu de travail. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment est la situation en termes de violence et harcèlement sur le lieu de travail dans ton pays et pourquoi la ratification de la Convention 190 de l'OIT est aussi importante, puisque la RDC n'a pas encore ratifié la Convention, mais c'est un élément important de ton travail. Merci Agathe, merci chers camarades. Je suis vraiment très heureuse de participer avec vous dans cette grande activité qui marque vraiment la campagne concernant la mise en œuvre de la mise en vigueur de la Convention 190 qui est vraiment très importante pour nous. Ce qui est vrai, la situation des violences en RDC reste encore très alarmante, malgré des mesures, malgré l'arsenal des textes qu'il y a au niveau national, mais nous avons besoin de cette convention-là. Vous vous rappellerez qu'en 2010, il y a eu une marche mondiale qui a eu son point de chute, qui ici, en République démocratique du Congo, précisément à Goma. Et là, on voyait beaucoup plus des violences où, après avoir fait l'acte sexuel, disons, violence sexuelle, on introduisait même des bois, des objets dans les vagins, je peux dire, dans les sexes de la femme. Et cette histoire-là a évolué. Et c'est comme ça qu'on a eu même à créer des services spéciaux attachés à la présidence de la République pour pouvoir lutter contre cela. Et cela ne nous a pas empêchés à dénoncer, à travailler, à nous mobiliser, à faire des sit-ins pour arriver à mettre fin à cette situation, malgré que ça persiste. Mais nous ne baissons pas les bras, nous travaillons avec les organisations féminines. Vous connaissez très bien qu'en RDC, la politique prime surtout, avec plus de 200 partis politiques, avec plus de 800 syndicats au jour d'aujourd'hui pour freiner l'action syndicale de ceux qui travaillent pour du vrai dans ces pays. Mais nous sommes en train de réussir quand même à nous imposer au niveau de la République démocratique du Congo, bien que les combats restent et demeurent. Mais ce qui est vrai au jour d'aujourd'hui, avec la mobilisation, la synergie au niveau des ONG, des droits de l'homme, au niveau des organisations féminines, avec des présenteurs socio-culturels qui nous caractérisaient, mais aujourd'hui par des sensibilisations, par des mobilisations des femmes, on dit on ne baisse plus les bras malgré la situation de violence, mais on reste debout parce que c'est la femme qui donne la vie. Voilà. Merci Brigitte. Et comment est perçue la Convention par les autorités, par les autres syndicats, par les organisations de la société civile? Est-ce qu'il y a quand même une certaine connaissance? Est-ce que les personnes adhèrent à cette convention? Est-ce que c'est facile de mener toutes les actions de plaidoyer, de campagne que vous menez? Et est-ce que tu penses que le gouvernement va bientôt ratifier la convention au Congo?
Pour ce qui concerne les gouvernements, il y a quand même une certaine volonté. Par exemple, pour le moment, nous sommes pendant la campagne Tolérance zéro et immédiate contre les violences basées sur les genres. Et cette campagne Tolérance zéro immédiate va s'étendre pendant 2 ans. C'est jusqu'en 2023 et ça rencontre nos préoccupations et les préoccupations du monde du travail. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, nous travaillons en étroite collaboration avec les organisations féminines, les autres organisations de la société civile, notamment des ONG telles que ACAJ, Rien sans les femmes, la justice pour elles. Il y a toute une liste des ONG avec lesquelles nous travaillons vraiment en synergie pour faire entendre nos voix pour la ratification de la Convention. Et par rapport d'ailleurs à cette campagne, comme avec la montée de la pandémie actuellement, nous avons envoyé des liens, des messages, des posts, des affiches en ligne où tout le monde adhère. Et la semaine dernière, nous avons adressé une correspondance à toutes les femmes qui sont élevées en dignité au niveau du gouvernement. Parce que pour votre information, actuellement, il y a quand même une représentativité importante. Depuis 1960, c'est pour la première fois que nous avons atteint 27% de quoi? 27% des femmes au gouvernement et à des postes stratégiques. Ça n'a jamais existé avant l'indépendance. Et tout cela, nous trouvons que ce sont des opportunités pour nous d'approcher ces femmes-là et nous avons trouvé que leur est venu de ne plus rester loin des autres. Il faut nous approcher mutuellement. C'est comme ça que nous avons adressé ces correspondances-là à toutes les ministres femmes, notamment la ministre de la Justice, la ministre de la Défense, c'est une femme actuellement, ça n'a jamais existé. Le ministre des Droits humains, bien que c'est un homme, la ministre du Genre. Et à ce titre-là, parmi tous ces ministres-là, nous avons déjà été reçus par la vice-ministre de la Santé et nous avons parlé avec elle clairement en attendant que les autres réagissent pour que le projet déjà de la soumission de la Convention au niveau du gouvernement, pour que ça puisse aller au Parlement, nous avons parlé clairement avec la ministre que lorsqu'on va traiter cette question au niveau du Conseil des ministres, qu'elle soit attentive. On n'est plus à l'heure où les femmes, nous devons nous combattre. Au contraire, nous avons l'intérêt à nous mettre ensemble. Donc, c'est ce travail de mobilisation et les autres structures des organisations féminines aussi sont en train de relayer le message dans le groupe, dans les partis politiques, parce que pour que ces femmes-là soient là, pour votre information, le président avait même mis à bloquer les listes parce que d'après les négociations qu'il y avait, il devrait y avoir des femmes. Maintenant, au moment de la publication, on a trouvé qu'il n'y avait pas les noms des femmes. Quand nous avons eu ces feedbacks et nous étions dans la rue, nous avons fait des sit-ins, nous avons mobilisé des femmes jusqu'à avoir ces nombres-là. Donc, comme nous avons soutenu les femmes, eux aussi, elles doivent soutenir pour que nous puissions sentir cette collaboration-là de la base au sommet et du sommet à la base. Et c'est comme ça que nous sommes en train de travailler en synergie et c'est tous ces mesures qui sont en train d'être prises pour nous. Nous voyons que c'est vraiment un signal fort qui va nous ramener à pousser les gouvernements à ratifier cette convention. Nous sommes vraiment confiants. Merci Brigitte. Donc oui, on voit que le contexte politique, le paysage politique est plutôt favorable. Donc a priori, on espère que le pays ratifie bientôt la Convention. On parle beaucoup des femmes qui se mobilisent pour la Convention, des organisations féminines. Qu'en est-il vraiment de la mobilisation des hommes? Parce que c'est une convention, on parle vraiment, il y a un aspect genre qui est indéniable et c'est vraiment important, mais c'est une convention qui
qui couvre aussi la violence à l'égard des hommes. Est-ce que ça, c'est bien compris? Tu as l'impression, même au sein du syndicat, est-ce que les hommes portent les revendications et soutiennent la ratification de la Convention, ou ça reste encore vraiment un soutien plus féminin? Tout à fait. Si je peux même vous dire que lorsque nous avons commencé à mener la lutte pour cette convention ici, il y a des correspondances qui arrivaient par rapport aux enquêtes, mais malheureusement, ça ne nous parvenait pas. Il a fallu une certaine révolution pour accéder à toutes ces informations-là et mobiliser les femmes. Et même les hommes commencent à voir petit à petit l'importance de la femme au niveau de la société, malgré le pesanteur socio-culturel qui continue vraiment à peser sur la femme, sur les hommes aussi qui n'acceptent pas que les femmes puissent prendre les devants dans certaines situations, mais quand même, du moins, il y a des hommes genrés qui sont avec nous, qui ne se gênent pas aussi à faire le message, hein, par rapport à la promotion de la femme. Nous voyons ça actuellement pendant les élections sociales, des hommes genrés qui disent que non, aujourd'hui, donnons un peu la chance aux femmes. Et c'est à cela que nous nous accrochons aussi. C'est un peu ça, mais ce n'est pas facile, mais nous osons. Et en tout cas, la situation d'aujourd'hui, telle que nous voyons la mobilisation des femmes, ce n'est pas comme ça qu'il y a 10 ans, 15 ans, il y a de l'espoir. L'essentiel pour nous, c'est cette mobilisation-là, c'est cette synergie-là, et le reste va suivre. Oui. Merci beaucoup, Brigitte. On voit que ça évolue, en effet, qu'il y a beaucoup qui est fait. C'est vraiment impressionnant. Peut-être une dernière question en 1 minute avant que notre temps de parole soit épuisé. Est-ce que tu aurais, parce qu'on voit qu'il y a vraiment toute une campagne de ratification mondiale lancée par l'OIT, lancée par la CESI aussi, la Confédération syndicale internationale cette semaine. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 conseils à donner pour toutes les organisations en Afrique ou sur d'autres continents qui mènent des actions de plaidoyer pour la ratification de la Convention basée sur ton expérience des dernières années? Vraiment, il faut tout simplement tisser des passerelles de solidarité. Nous pouvons être politiciens, syndicalistes ou bien responsables d'une ONG, parce qu'il fut un temps où, entre nous et les ONG, on ne voyait pas dans les mêmes directions. Mais après, on s'est dit, au fait, de toutes les façons, nous sommes toutes des femmes. Nous avons des problèmes communs et nous avons intérêt à nous mettre ensemble. C'est comme ça que, depuis un certain temps, à part les organisations syndicales, nous nous appuyons aussi à ces ONG-là, aux autorités, disons, aux leaders communautaires aussi, qui ont aussi un mot à dire. Même toutes ces églises-là, on essaye d'approcher toutes ces femmes-là, leur expliquer, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes à plus de 52% de la population et nous estimons que par rapport à ces nombres, nous avons un mot à dire. C'est comme ça que nous avons même compris que les autorités au plus haut de la République trouvent qu'il faut compter avec les femmes. Et pour nous, c'est une opportunité qu'on ne peut pas manquer, que nous devons vraiment nous soutenir, surtout avec ce que le président avait dit dernièrement à Goma, qu'il souhaiterait même que son successeur soit une femme. Et c'est là, même au niveau de nos organisations syndicales, c'est un signal fort. Même les syndicats qui minimisaient les femmes aujourd'hui, dans nos réunions des comités des femmes syndicalistes, il y a des syndicats qui n'envoyaient jamais des femmes. Mais au jour d'aujourd'hui, petit à petit, nous commençons à voir maintenant les femmes de ces syndicats-là commencent à intégrer les mouvements parce que c'est pour l'intérêt de tous. Donc, je demanderai aux autres de ne pas négliger les autres, de travailler en synergie. C'est très important de considérer la voix des autres, la voix de l'autre, plus petit qu'il soit, parce que nous, quel que soit que nous sommes la première organisation du pays, mais nous ne déconsidérons pas les autres organisations syndicales qui sont avec nous.
parce que jusqu'à preuve du contraire, malgré qu'ils sont petits, mais même s'ils se mettent en bloc, au finish, ils reviennent toujours auprès de la CC parce que nous, ici, on se forme. Et c'est ce qui fait notre force. Et nous voulons surtout partager notre expérience avec les autres. Tout ce que nous faisons, nous les mettons sur les réseaux sociaux et c'est ce qui donne l'envie à d'autres femmes aussi de faire comme nous, de devenir comme nous. Nous avons décidé de visibiliser tout ce que nous faisons et c'est ce qui fait que les autres femmes aussi nous copient et ça fait que le nombre augmente et la lutte continue. Merci. Merci beaucoup, Brigitte, pour ton témoignage de Kinshasa. Il y aura peut-être des questions après dans la session questions-réponses, mais donc voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est à moi de vous dire merci. Ben, merci beaucoup. C'est à nous de vous dire merci à toutes les deux, à toi, Agathe, de nous avoir permis d'entendre Brigitte, parce que je pense que quand on est féministe, on est forcément très sensibilisé aux violences qui ont lieu au Congo de manière aussi malheureusement transversale. Merci à toi, Brigitte, de nous avoir décrit cette situation qui malheureusement reste alarmante, tu l'as dit, et ce besoin de cette convention. Merci aussi d'être la militante que tu es, de faire ce travail de plaidoyer, d'organiser ces campagnes pour une tolérance zéro. Je pense que c'est vraiment important de souligner aussi l'importance du travail en réseau, des synergies. Oui, il faut travailler tous ensemble et hommes et femmes aussi, si on veut avoir une chance de réussir. Et s'il y a une expression que j'avais envie de retenir, ce sont ces passerelles de solidarité, parce que ça dit beaucoup de choses à la fois. Donc, merci beaucoup, Brigitte, pour tout ça. Nous allons maintenant passer au témoignage sur l'implantation de cette convention en Équateur, avec Anna Vera, qui est secrétaire générale de l'organisation féministe Sukurna, le Centre pour le soutien et la défense des droits humains en Équateur. C'est Caroline Ball, la responsable des programmes et experte de FOSS, qui devait faire le duo avec Anna. Malheureusement, suite à un imprévu, elle ne peut pas nous rejoindre, mais nous voyons qu'il y a pas mal de personnes de FOSS qui sont connectées. Donc, nous les saluons et les remercions pour l'aide dans l'organisation. Alors, Anna, je vais moi aussi te poser quelques questions. Aujourd'hui, l'Équateur est un des premiers pays, le 6e en fait, à avoir ratifié la Convention. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez pu atteindre cet objectif, en quoi c'est important, en quoi c'est symbolique de l'avoir ratifié? Buenos días a todas y a todas. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Anna Vera et je fais partie de Surcana, qui est une organisation féministe de l'Équateur qui travaille sur les droits de l'homme, les droits humains de la femme. Et la Convention 180 a été donc ratifiée déjà en Équateur. Donc, on a été un des premiers pays à ratifier la Convention, donc en Amérique latine et dans le monde entier. Et donc, ça a été réalisé par les organisations syndicales surtout, donc surtout par ICSP, donc du secteur public ici en Amérique latine, également par le syndicat des travailleurs de ménage. Donc, parce que savoir avec les conditions de travail qu'on a comme femmes, et donc là, on vit une certaine violence. Donc, cela a été également épris par d'autres centrales syndicales ici en Équateur, mais c'est principalement donc également par des institutions de femmes, mais donc surtout les organisations syndicales. Donc, qui ont vu que leur vie était donc affectée par le harcèlement et la violence. Je vais vous citer quelques chiffres. Donc, on a une enquête qui s'appelle l'enquête sur la violence basée sur le genre. Et donc, cette enquête dit qu'une de 10 femmes ont eu certaines violences sur le terrain du travail, mais il y a également une étude plus spécifique réalisée par l'École polytechnique en 2017. Et là, on a vu qu'il y a un harcèlement sexuel au travail et que dans le cas des femmes de ménage, une de 10%
ont également un harcèlement au travail. Et cela est également explicite, explique pourquoi on a cette lutte pour la reconnaissance et la ratification de cette convention parce qu'il y a les droits de travail et il y a donc une lutte pour éliminer toute cette violence dans le lieu de travail. C'est ce qui est le plus important donc, dans ce processus de ratification. Donc, on a eu ce processus parmi les organisations de femmes avec les syndicats, les sociétés, toute la société civile et c'est pourquoi on a ratifié cela. Et il y a 3 pays qui ont ratifié la convention et on continue à lutter avec les collègues du reste de l'Amérique latine pour que plusieurs pays vont ratifier cela parce qu'on veut avoir des conditions de travail dignes. Et cela voir avec l'éradication de la violence, mais on veut également réaliser une égalité au niveau du travail. C'est ce qu'on a essayé pendant plusieurs années et donc c'est un moyen pour avoir de meilleures conditions pour les femmes. C'est ce que je compterais concernant ce processus d'advocacy. Donc, on a fait plusieurs années et mois de travail et maintenant, on a donc cette signature. Donc, on n'a pas eu seulement ces 6 mois, mais ça a été un processus de travail très approfondi justement parce qu'on voulait visibiliser les droits des femmes, les inégalités et la violence. Et là, on a une culmination avec la signature. Donc, c'est en fait une réussite importante au niveau historique pour le pays. Merci. Effectivement, vous êtes secrétaire générale de Supurna, qui est une association féministe en fait, et donc cette ratification est un premier pas. Quels sont pour vous les autres pas qui sont nécessaires de faire? Je dirais que le premier pas, c'est la ratification, mais il faut également avoir de l'autocritique. Quelle est la réalité en Équateur? C'est un pays qui a une tendance à avoir plus des lois progressistes au niveau des droits humains, mais qui ne les appliquent pas. Donc, le grand défi pour la mise en œuvre, c'est exactement la mise en œuvre de cette convention de l'OIT. En Équateur, notre constitution dit que les traités internationaux au niveau des droits humains sont d'une application immédiate. Donc maintenant, déjà, on devrait avoir une mise en œuvre, donc également pour les lois de travail. Donc, l'Équateur reconnaît donc l'interprétation la plus élargie donc, au niveau des droits humains. Mais ce qu'on voit pour la concrétisation, c'est qu'il y a des barrières pour vraiment garantir l'accès à une vie digne, par exemple à une vie libre de violence, à une non-discrimination sur le terrain de travail, à ne pas souffrir des violences, etc. Et je crois que cette pandémie sanitaire a augmenté ces problèmes parce qu'il a eu vraiment une situation de plus en plus précaire et cela a un impact sur toutes. C'est le travail des soins également. Et donc, dans ces différents emplois, c'est nous qui sommes les responsables. Je crois que c'est un des défis principaux pendant la pandémie. Donc, il y a des inégalités qui sont de plus en plus approfondies au niveau de l'emploi, du chômage. Donc, il y a plus de chômage. Et donc, le défi est d'avoir une vraie mise en œuvre de ce traité pour que ça ne reste pas un papier avec des mots parce que nous, on signe toujours des traités pour dire, voilà, on est un État qui garantit les droits, mais dans la vie concrète, ce n'est pas le cas. Donc, on a eu plusieurs procès légaux également pour garantir, par exemple, les droits reproductifs parce qu'ils ont voulu licencier des femmes parce qu'elles étaient enceintes, par exemple. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment à partir de cette convention, changer les lois qu'on a. Et on veut également utiliser cette convention pour que ces lois soient mises en œuvre et pour qu'elles changent la vie des femmes et des personnes sur le terrain de travail, sur le lieu de travail. Et on veut faire des progrès
et avoir un monde sans harcèlement et sans violence. Donc, il faut changer le code du travail, mais on veut qu'on ait les concepts qu'on a déjà dans la Convention 180. Par exemple, ici en Équateur, normalement, il y a une mise en œuvre immédiate, mais il y a des entrepreneurs qui créent des problèmes parce que les lois locales ne sont pas adaptées, par exemple. C'est un premier pas et ensuite, il faut se battre pour l'implémentation de cette convention. Il faut, par exemple, savoir quelles mesures de protection il y a pour ceux qui dénoncent les problématiques. Si, par exemple, l'employeur est l'acteur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire effectivement pour qu'il n'y ait plus de gouffres? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur informel, donc il faut voir comment faire la prévention et comment également reconnaître qu'il y a donc un équilibre de pouvoir là. Donc, il faut des routes efficaces pour dénoncer les problèmes. Il faut également une égalité au niveau du travail, au niveau du salaire, au niveau des accès aux ressources, au niveau des emplois qu'on peut avoir. Et il faut également construire un futur où le travail non rémunéré est également apprécié pour que les femmes, effectivement, aient de meilleures conditions de vie. Parce que lorsqu'on parle du travail, ça ne veut pas dire… on doit en fait parler du travail qui est également non rémunéré. Donc, il faut transversaliser cela, il faut faire du gender streaming et il faut une mise en œuvre pour vraiment avoir un réel changement. Si, c'est très clair. Est-ce que par rapport à cette mise en œuvre, cette implémentation, est-ce qu'il y aurait une ou l'autre priorité que vous voudriez mettre en avant au niveau de l'importance? Bueno, yo creo que es importante que el convenio de la OIT… Je pense qu'il est important que la définition soit très large. Et il est très important également de commencer à mettre en œuvre cette convention. Il faut songer à protéger les femmes. Donc, il est très important de créer des parcours qui permettent de dénoncer ce genre d'abus. Et il faut également améliorer la protection. En plus, il faut savoir que la Convention 190 protège les femmes indépendamment de leur statut, donc que ce soit des indépendantes, des employés, des ouvrières, etc. Et nous devons vraiment lutter pour la reconnaissance dans la pratique de tous ces droits. Nous voyons qu'au niveau mondial, il se développe un nouveau type d'économie, une économie de plateformes de partage, Uber, Deliveroo, etc. Et dans le cadre de cette nouvelle économie, l'emploi des femmes est souvent très précaire. On pourrait même parler d'une nouvelle forme d'esclavage. Et ce sont ces normes de l'OIT qui doivent faire respecter les femmes dans toutes les circonstances. Et pour pouvoir appliquer toutes ces normes, il faut protéger les femmes, il faut leur offrir des routes qui leur permettent de dénoncer tous les abus qu'elles souffrent. Je pense qu'il nous faut une politique publique qui oblige les entreprises de mettre en œuvre des politiques d'égalité et en plus de rapporter à propos des progrès. Les entreprises doivent adapter et changer leur forme d'action. Et il faut également modifier la loi, il faut travailler au niveau pénal et d'une façon plus globale, il faut promouvoir une autre forme de relation dans le monde du travail. Il faut que cette violence ne soit plus minimisée.
Et c'est cette convention 190 qui nous offre le cadre pour permettre de mettre en œuvre de véritables changements dans nos vies quotidiennes. Merci merci beaucoup pour cette Anna, pour cet état des lieux où tu as aussi pointé les violences, mais aussi l'importance du plaidoyer pour visibiliser les droits des femmes et leur droit à un travail digne, de nous alerter sur le fait que même quand c'est ratifié, il reste des barrières pour garantir cet accès à une vie digne, libre de violence. Merci aussi de nous avoir rappelé que c'est vrai que la pandémie a exacerbé les inégalités et les violences, mais que tout cela préexistait déjà et que c'est en fait un effet de loupe. L'importance de l'implémentation, évidemment, c'est aussi dans le secteur informel, c'est aussi le travail non rémunéré qui doit être pris en compte. Et c'est finalement toutes ces inégalités qui sont transversales dans un pays, mais qui sont malheureusement transversales au niveau de tous les pays. Et donc, voilà, ces normes sont importantes à faire appliquer. Et donc, merci pour ce témoignage, merci pour ce travail sur le terrain. C'est vraiment très important et merci de l'avoir fait pour nous toutes et tous. Nous arrivons maintenant au dernier panel qui adresse la problématique des violences basées sur le genre et le travail décent à travers le rôle et les pratiques de la coopération belge au développement. Et pour aborder ça avec nous, nous avons Bastien Ormans, qui est Gender Advisor à la Direction générale de la coopération, développement et à l'aide humanitaire. Et nous avons Marisa Leroux, qui est coordinatrice de la coopération internationale à la CGSLB. Je vous passe tout de suite la parole pour vos interventions. Oké, hartelijk dank voor deze opportuniteit. Merci beaucoup de nous offrir cette opportunité. Nous allons en effet examiner le rôle de la coopération belge au développement. Tout d'abord, j'aimerais expliquer la notion de travail décent et Bastien sera le deuxième intervenant. Il va compléter ma présentation. Les 3 syndicats belges ainsi qu'une série de ONG ont décidé de collaborer pour progresser dans le cadre de la Convention 190. En 2017, lors de la conférence internationale syndicale pour les femmes, nous nous sommes réunis et avec tous les partenaires, nous avons fait une déclaration. Nous avons également fait du lobbying, non seulement à l'égard des autorités internationales, mais également à l'égard de nos propres activités et organisations. Je vais partager un lien qui vous permet de lire tout ce que nous avons déjà pu développer. Pour nous, il est important de ne pas limiter le sujet à la dimension internationale, mais il faut également consacrer beaucoup d'attention à nos activités concrètes sur le terrain. Et grâce à notre travail avec les partenaires, notamment en Afrique du Sud, nous avons réalisé différentes actions pour développer des matériaux qui peuvent aider les syndicats dans leur lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Nous avons donc entrepris plusieurs démarches pour mettre en œuvre dans la pratique les normes de la Convention. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec la coopération belge au développement. Cela nous permet de partager des savoirs et d'assister nos partenaires dans leur travail à niveau national. Après cette petite esquisse du cadre dans lequel nous travaillons, et comme Dalila vient de le signaler, cette semaine, c'est la semaine d'action de l'OIT pour commémorer
l'anniversaire de la Convention, eh bien, notre syndicat a publié un communiqué de presse à cette occasion et nous espérons de tout cœur que le gouvernement belge ratifiera également cette convention. Et maintenant, j'ai le plaisir de céder la parole à mon collègue Bastien qui expliquera comment la coopération belge essaie de gérer cette problématique. Merci beaucoup, Marisa. Je vais tenter donc le partage d'écran. Je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Parfait. Donc voilà, la présentation a déjà été faite, mais je m'appelle Bastien Remans et je travaille donc au sein de la DGD. Je suis chargé du suivi de la thématique genre et j'aimerais d'ailleurs excuser l'absence de ma collègue qui est plus spécialisée en travail décent. Je vais vous proposer de commencer donc cette petite présentation. Tout d'abord, je voulais revenir donc un peu sur l'importance du travail décent pour la coopération au développement. Donc, il faut savoir que la loi de 2013, relative à la coopération, fait du travail décent un thème prioritaire dans le cadre d'une approche fondée sur les droits. Et que pour le travail décent, l'objectif de la DGD, il est donc de promouvoir l'agenda du travail décent de l'OIT en, premièrement, soutenant l'emploi et de bonnes conditions de travail et les revenus des entreprises et des travailleurs, et deuxièmement, en soutenant la sécurité de l'emploi, les conditions de travail et les revenus des personnes. Les points d'attention de la DGD dans le cadre du travail décent sont à la fois donc, le respect des droits fondamentaux des travailleurs, donc un point très important ici au niveau des violences basées sur le genre, et un salaire digne. Et les accents de la ministre qui tire, donc notre nouvelle ministre de la coopération et du développement, dans le cadre du travail décent, se portent sur l'éradication de l'extrême pauvreté, le salaire décent et les droits des travailleurs, et les travailleurs du secteur informel. Maintenant, je vais aller plus dans la seconde thème, c'est les violences basées sur le genre. Toujours la loi de 2013 fait du genre un thème transversal qui doit se retrouver dans l'ensemble des thématiques d'action de la DGD. Et au sein donc, de cette thématique du genre, on a les violences basées sur le genre qui figurent parmi les 4 grandes priorités de la note stratégique genre. Au niveau de la violence basée sur le genre, on a la ministre qui souhaite mettre l'accent sur la sensibilisation aux différentes formes de violence, c'est-à-dire que la violence basée sur le genre n'est pas uniquement sexuelle ni physique, elle peut aussi être économique, elle peut aussi être psychologique. Et l'approche de la DGD en la matière, c'est une approche multidisciplinaire et intégrée sur les volets. On a donc la prévention, la protection et la réponse. Maintenant, je vais vous donner donc quelques exemples de l'action de la DGD en matière de violence basée sur le genre. Au niveau de la politique de lutte contre l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuel, ici on a par exemple donc une campagne d'information et de prévention de la DGD, une charte d'intégrité signée par les partenaires de la coopération au développement belge, une task force qui a été créée en 2018 qui porte sur l'intégrité, et bien évidemment la participation de la coopération au développement belge au sein d'un groupe de référence de l'OCDE et aussi d'un groupe de travail technique sur la lutte contre l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuel. Au niveau donc de la prévention des violences basées sur le genre, la DGD elle met l'accent sur le travail sur les stéréotypes de genre et la remise en cause des normes sociales néfastes. Par exemple, il y a eu donc l'appel à projet en 2018 donc, qui portait sur la lutte et les préventions contre la violence envers les femmes à travers des projets d'éducation. L'objectif ici était donc d'agir en matière d'éducation pour remettre en cause les normes sociales néfastes et promouvoir un modèle transformatif. Donc vraiment d'agir avant que la violence ne se produise, et notamment ici en matière d'éducation. Un second exemple, c'est l'appel à projet qui a été lancé donc, cette année, dont l'un des piliers est les masculinités transformatrices et donc l'engagement des hommes et des garçons qui sont aussi des acteurs de ce changement de normes sociales néfastes et la lutte donc contre les discriminations et stéréotypes de genre dans le cadre de l'autonomisation des femmes et du leadership féminin. Maintenant, on passe au niveau de la protection et de la réponse. Ici, comme exemple, on a eu l'appel à projet
Violence basée sur le genre et Covid, qui a été lancé donc durant la pandémie et dont l'objectif était la mitigation des effets du Covid par le soutien à la lutte contre les GBV. Comment? En appuyant les acteurs de première ligne, en renforçant la résilience des populations et en assurant donc la participation des femmes et des filles au processus décisionnel et à la mise en œuvre. Un second exemple au niveau de la protection et de la réponse aux GBV, c'est le financement du Global Survivor Fund, qui permet donc d'améliorer l'accès aux réparations pour les survivants de violences sexuelles. On a aussi donc le soutien à l'approche des One Stop Center. Ici, pour l'action encore de la DGD un peu plus générale, il y a notamment le soutien à UN Women, donc l'entité onusienne qui, entre guillemets, je vais dire, est la gardienne de l'objectif de développement 5. Donc ici, la DGD finance UN Women à travers un financement corps et UN Women a pour objectif notamment d'agir sur le plan normatif, mais aussi opérationnel au niveau de la lutte contre les violences basées sur le genre et de l'autonomisation économique des femmes et des filles. Bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, donc, comme il a déjà été mentionné, il y aura le Generation Equality Forum et notamment donc, le sommet de Paris qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet, si je me souviens bien. Et dans le cadre de ce Generation Equality Forum, la Belgique, qui est membre de 2 coalitions d'action, la première sur les violences basées sur le genre et la deuxième sur notamment donc, la santé et les droits sexuels et reproductifs, la Belgique va prendre comme engagement lors de ce sommet de ratifier la Convention donc 190 de l'OIT. Et voilà, c'est ici que je termine mon intervention. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, vraiment, étant à Maresa par rapport à le développement de la notion de travail décent, la nécessité de ratifier la Convention par la Belgique. Et merci évidemment à Bastien pour d'avoir pointé les priorités de la ministre qui tire, que ce soit l'éradication de la pauvreté, le salaire décent, l'importance du secteur informel, à travers la sensibilisation aux différentes formes de violence. Je ne peux pas tout citer, mais évidemment, c'est la prévention, la protection, la réponse. Et moi, j'avais envie de retenir surtout d'agir sur l'éducation pour agir sur les normes sociales néfastes. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler et l'importance qu'il faut rappeler. Donc, je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous parce que la violence au travail, ce sont, et vous l'avez toutes et tous dit à votre manière, avec vos mots, des comportements inacceptables, des pratiques qui doivent appartenir au passé parce qu'elles induisent des conséquences physiques, psychologiques, économiques inacceptables. Et donc, il faut sensibiliser parce que ces violences, on l'a rappelé, restent un frein à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut sensibiliser et voilà, vous l'avez fait pour nous toutes et tous. Vous avez rappelé cette importance et donc vraiment merci au nom du Conseil consultatif genre et développement et merci à toutes d'avoir pu aussi soutenir et aider à organiser ça aujourd'hui. On va passer aux questions-réponses. On l'avait promis et donc on a le temps, peut-être un petit peu moins. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes. Je regarde Coralie. Et donc, on a une première question, en tout cas dans le chat de Lorena Kilupangui, qui dit « J'aimerais connaître les réflexions et les pratiques des panélistes lorsque dans le monde du travail, ce sont les femmes qui sont les auteurs de violences envers les femmes et les hommes. » C'est vrai que ça, c'est une question qui n'a peut-être pas été abordée, peut-être parce qu'elle est moins présente, mais elle mérite d'être posée. Alors, je ne sais pas qui parmi les panélistes, peut-être pas toutes, toutes et Bastien, j'ai envie de dire, mais peut-être si quelqu'un veut se signaler pour y répondre. Ana? Bueno, yo lo que quiero señalar frente a esta pregunta es que yo creo que j'aimerais affirmer qu'en effet, ces pratiques existent dans le cadre du patriarcat. Cependant, il s'agit d'un phénomène tout à fait différent, qui n'est pas institutionnalisé, qui n'est pas systématique, contrairement aux violences contre les femmes.
c'est un premier élément que j'aimerais mettre en lumière. Donc, il faut situer ces phénomènes dans le contexte d'un système patriarcal et les conséquences et les effets du phénomène de la violence contre les hommes n'a pas les mêmes conséquences et les mêmes implications que les violences contre les femmes. Il faut s'en rendre compte. Bien sûr, tant les hommes comme les femmes, nous reproduisons un système dans lequel nous avons été éduqués, dans lequel nous avons grandi. Et il faut surtout imaginer autrement les relations entre les hommes et les femmes. Et nous ne devons surtout pas minimiser ou nier la violence contre les femmes qui est systématique et fréquente. Nous avons le devoir d'identifier les racines de ce système afin de pouvoir avancer vers un monde vraiment égalitaire. Il faut très bien se rendre compte de ce que c'est que la violence basée sur le genre. Merci beaucoup, Anna, pour cette réponse. Effectivement, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a parmi de représentants des syndicats ou Marijke, est-ce que quelqu'un souhaite rajouter aussi quelque chose? Ik wil daar ook gewoon op zeggen, we doen dat onderzoek en ik vind ook dat... Oui, donc nous participons à une étude et comme Anna vient de le signaler, nous ne devons certainement pas lâcher ou diminuer nos efforts pour bien étudier le phénomène, pour trouver les causes de la violence. Et les études nous montrent que la violence est surtout liée au genre et que le système patriarcal et la discrimination constituent la cause principale. L'OIT affirme également qu'il faut étudier les risques à tous les niveaux. Mais nous savons également que 10% de ceux qui commettent ces actes de violence sont des femmes, alors que 90% sont des hommes. Et c'est logique parce que la violence sexuelle n'est pas tellement un crime sexuel, c'est surtout un crime systématique, un crime discriminatoire. Absoluut, dank u. Merci, c'est effectivement important de le souligner. Il y avait quelqu'un d'autre? Lina? Non? Une question in die zin, er is al gesproken. Dans le sens qu'on a parlé, donc j'ai une question, je crois que Marijke a également dit que c'est également la responsabilité de l'employeur de prévoir un espace où on est en sécurité. Mais on voit là, avec la COVID-19, qu'il y a beaucoup de télétravail et probablement, après toute cette situation, le télétravail va continuer à exister, hein, donc plus qu'avant. Donc, l'environnement de travail et l'environnement de chez soi est en fait le même espace. Donc, quel est le rôle de l'employeur dans ce contexte? Parce qu'en fait, là, on doit assurer un environnement de sécurité à la maison, mais ça devient très complexe. Peut-être que je dois poser cette question à Marijke, mais si quelqu'un d'autre veut y répondre, voilà, tout le monde est la bienvenue d'y répondre. Ce qui est très important, c'est que donc il y a un glissement. Donc, en fait, c'est un thème privé, on dirait. Donc, mais l'employeur doit voir quel est son intérêt dans ce contexte. Et donc, la violence domestique, là, c'est également dans une situation de la maison. Et là, il y a une influence sur l'employeur, également pour les victimes et également pour les auteurs. Je tiens à le souligner parce que les auteurs travaillent également et auront également des problèmes sur le terrain du travail, sur le lieu du travail. Donc, il faut également convaincre l'employeur.
mais on doit savoir combien cela coûte. Quels sont les coûts pour l'employeur et on a également chiffré cela. Et là, on parle de milliards d'euros dans ce type de situation. Mais qu'est-ce que peut faire l'employeur? C'est, comme je l'ai dit, essayer de désigner des personnes de confiance au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Et là, la victime ou l'auteur peuvent aller pour parler en toute sécurité et ensuite ils peuvent être relayés vers des assistants. Il faut créer une situation de sécurité et si les victimes et les auteurs peuvent travailler dans une situation sans violence, alors c'est très important pour les victimes, mais également pour l'employeur dans ce contexte. On avait peut-être une petite question pour nos partenaires, pour Brigitte et pour Anna. Peut-être nous dire ce que vous pensez que la Belgique pourrait faire pour soutenir vos efforts sur le terrain, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un de la DGD avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous pensez qu'on pourrait faire à partir d'ici pour vous? Je ne sais pas si vous m'entendez, en fait, Brigitte. Oui. Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Cette synergie, la formation, parce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques qui nous aident, surtout la visite des travail avant les confinements dont nous avons bénéficié, en tout cas de l'ACVCC, nous a vraiment beaucoup aidé et nous avons essayé de mettre ça en pratique. Et aujourd'hui, ça paye petit à petit. Mais nous avons encore besoin de ces formations-là pour continuer à peaufiner des stratégies parce que vous savez que le travail décent ici au Congo, ça reste encore vraiment un problème. Mais nous continuons à travailler parce qu'avec la période de la pandémie ici, la plupart des travailleurs qui sont en train de perdre leurs emplois au niveau du secteur informel, au niveau du secteur formel, des entreprises multinationales, certaines entreprises publiques, privées, et tous ces mondes-là sont en train de gonfler le travail au niveau de l'économie informelle, où beaucoup plus les femmes sont vraiment majoritaires là-bas au niveau de l'économie informelle, avec le marché central de Kinshasa qui a été fermé. Vous voyez dans quelles conditions les gens sont encore dans les rues, dans des places publiques, travaillant dans des conditions de précarité, tout simplement pour chercher quelque chose pour nourrir les enfants. Voilà pourquoi nous disons toujours que c'est vrai, il y a la violence, mais les femmes et les hommes ne sont pas touchés de la même manière. Les femmes sont toujours touchées d'une manière disproportionnée par rapport aux hommes. Voilà pourquoi ça fait que quand on parle de la question des violences, les femmes sont vraiment debout. Avant, c'est vrai, il y a des années, c'était une situation qui fragilisait vraiment la femme, qui diminuait la femme. Avec la sensibilisation aujourd'hui, les femmes osent maintenant à dire non, osent d'élever les tons. Aujourd'hui, nous recevons les gens ici dans notre centre d'écoute. Moi-même, je peux dire que j'ai vu des femmes pleurer au bureau ici. Je disais toujours, on est ensemble et tout. Mais les jours où j'ai été aussi victime, c'est là où je m'étais dit une fois, j'étais en train d'écouter une femme, elle était en pleurs. Elle dit, même si tu me dis, on est ensemble, tu ne peux pas sentir ce que moi, je suis en train de sentir. Et ces jours où moi aussi, j'ai été victime d'un enlèvement, au moment où je m'attendais les moins, je pensais que ça pouvait qu'arriver aux autres. Mais moi, je revenais du travail et du coup, je tombe dans une telle situation. Et aujourd'hui, je comprends mieux cette situation-là. Et c'est comme ça que nous avons vraiment besoin d'aider les autres afin que les situations que nous rencontrons dans la vie ne puissent pas nous mettre à genoux.
mais bien au contraire, ça puisse nous aider pour aller de l'avant. Vous imaginez une femme victime des violences sexuelles par combien des hommes, et à l'issue de ces viols, elle donne naissance aux jumeaux. Elle vit avec, mais elle pleure à la marche mondiale. Elle dit, ma vie est déjà foutue, mais si vous m'aidez à aider ces enfants, à les faire étudier, peut-être mon bonheur viendra après ces enfants-là. Parce qu'elle trouve, même si elle jetait ses enfants, même si elle les tuait, au niveau de la vie, elle n'a plus de la valeur. Mais au travers de ses enfants, vous voyez un peu ces raisonnements. Mais une telle personne a besoin d'être soutenue. C'est comme ça que nous avons vraiment besoin de vous, parce que chez nous, avec les pesanteurs sociaux culturels qui essaient de nous tirer vers les bas, mais on essaie de surmonter grâce à ces genres d'échanges, les missions qu'on effectuait là-bas. Quand on a mené des bonnes pratiques ici, ça nous aidait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous forger aussi dans la nouvelle technologie de l'information. On essaye d'encourager les autres dans les groupes WhatsApp. Mais quand vous allez dans nos provinces, c'est encore pire. Ici, dans la capitale, j'essaye d'échanger avec vous. Mais je voudrais aussi avoir les nouvelles de ceux qui sont à 2000 km de Kinshasa, où ils ont le problème de l'accès à la communication, le problème de l'accès à l'eau. Ils ne peuvent pas rejoindre leur champ, mais ils ont quand même besoin de communiquer. Quand il m'arrive de mettre des crédits, d'appeler un peu ceux qui sont à Mandaka, en province là-bas, on essaie de parler. Vous sentez que les gens ont besoin de parler. Et nous devons leur donner cette occasion-là, de ne fût-ce que s'exprimer. C'est quelque chose de très important dans le cadre des violences basées sur les genres et les violences sexuelles. Et nous, les syndicats, on ne peut pas s'en passer de cela. En tout cas, vos formations, vos liens que vous partagez, c'est toujours vraiment la bienvenue. Et le syndicat aussi qui nous aide et qui nous pousse à aller de l'avant, à essayer de nous mettre dans les conditions pour être connectés, ça nous aide aussi. Et les informations comme ça, je ne veux pas les garder pour moi-même. C'est comme ça que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, même si on ne se voit pas physiquement, mais on s'informe, on communique, et c'est ça l'essentiel pour nous. Quand quelqu'un qui est dans les mines et arrive à voir le message que nous postons, comme nous leur avons demandé de poster aussi cette affiche, quel que soit dans la forêt où ils sont, ils postent seulement, ils envoient la photo pour nous. C'est que même à Goma, au Nord Kivu, ils ont suivi l'information, ils ont capté l'information, ça nous fait du bien. Merci. Merci pour ce mot fort, Brigitte. Et voilà, c'est un des buts de ce webinaire. Et on entend votre appel et on espère pouvoir y répondre. Agathe, j'ai vu que tu as levé la main. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots? Oui, c'était juste pour compléter. Enfin, Marisa avait déjà un peu présenté le programme qu'on a, le CSC Travail Décent. Donc, on soutient vraiment des partenaires sur les 3 continents. Et par exemple, en Afrique, le genre, la violence basée sur le genre et la Convention 190 seront vraiment au cœur en fait, du prochain programme. Donc, comme vous savez, on est dans la phase de planification du prochain programme qui commencera l'année prochaine. Et donc, on fait vraiment du renforcement de capacité au niveau national auprès des organisations partenaires, mais on aura aussi toute une stratégie de renforcement au niveau continental. Comme disait Brigitte, en fait, ces échanges avec d'autres pays sont aussi très riches et justement, le thème genre, violence basée sur le genre a été choisi par les partenaires tous les partenaires au niveau de l'Afrique pour des formations. Donc ça continuera vraiment, Brigitte. On espère vraiment bientôt, enfin, en personne et plus en virtuel. Mais donc voilà, c'est vraiment le but aussi du programme. Merci Agathe, c'est important, merci beaucoup. Anna, est-ce que vous vouliez aussi peut-être nous dire quelques mots sur ce que la Belgique pourrait faire pour votre association, pour l'Équateur en général? Sí, muchas gracias por el espacio. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées. Par exemple, des espaces de visualisation. Il faut que nos voix soient
entendus et qu'on puisse partager des expériences pour que ces échanges nous permettent de montrer nos expériences et d'apprendre ce que font les collègues. Je crois que c'est quelque chose de fondamental qui peut être fait. Donc, des échanges, des possibilités d'apprendre les uns des autres. Également, de l'appui technique pour avoir cette mise en œuvre de la Convention 190 et avoir un réseau international pour mettre de la pression sur notre gouvernement pour cette mise en œuvre concrète. Je crois que là, il y a un rôle fondamental du niveau belge et du reste du monde parce qu'on veut être ensemble pour qu'on puisse réaliser des résultats meilleurs. Donc, il faut des rencontres, des possibilités de rencontres, de dialogue avec l'Internet, en présentiel également, pour apprendre les unes des autres et également avoir des formations, de l'assistance technique et également de la pression sociale depuis différents endroits pour que nos gouvernements nous écoutent. Parce que souvent, ils n'attachent de l'importance qu'à la communauté internationale. Donc, il faut également des conditions de travail dignes pour tous et toutes. Et notre présidente est là et je suis sûre qu'elle reviendra avec ça vers la DGD. La DGD est là et donc je pense que Bastien vous a entendu et je pense que lui retournera aussi vers la ministre avec ça. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est ça les passerelles de solidarité dont on parlait et je pense que c'est vraiment ça qui est nécessaire, mais vraiment de tout cœur, on vous remercie d'avoir témoigné du Congo depuis l'Équateur. Il y avait encore une question et je sais qu'il y a encore certains messages. Je vous propose d'arrêter pour respecter l'horaire. Je pense que c'est important. Par contre, la question de Alimatou du Monde selon les femmes, on y répondra par écrit. On fera un suivi. Notre présidente vous a dit qu'il y a aussi des recommandations qui vont être faites. Nous allons, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à Coralie, que je remercie encore une fois pour l'organisation exceptionnelle de ce webinaire. Elle fera le suivi aussi vers la présidente, la plénière et notre groupe de travail. Wiske aussi, je vois qu'elle est connectée, je ne l'avais pas vue au début, mais je la remercie évidemment aussi au nom de tout le monde. Merci à tout le monde pour votre participation à partir d'ici et de loin. Et on espère pouvoir continuer ce travail ensemble et de pouvoir arriver à des résultats concrets. Merci beaucoup.